Salut à toutes et à tous pour ce point de marché hebdomadaire du 12 mars 2022 qui s'intitule, on va se poser la question, est-ce que nous sommes un retour vers les années 70? Alors je rappelle hein, les disclaimers, hein, surtout en ce moment, moi je vous encourage vraiment à prendre du recul sur l'actualité, à vraiment vous former sur les investissements et si vous n'avez pas le temps et l'envie de vous former, de vous rapprocher d'un conseiller en gestion de patrimoine. Je rappelle aussi que les investisseurs, quasiment le trois quarts des investisseurs qui ne sont pas professionnels perdent de l'argent. Donc il faut vraiment faire très très attention. Et puis je vous mets un petit lien aussi sur ma vidéo où je rappelle moi-même les erreurs que j'ai pu faire durant mes 20 ans d'expérience en tant qu'investisseur. Alors, une fois ceci fait, je vais commencer un petit peu par parler de la géopolitique, hein, puisque c'est un petit peu elle qui drive les marchés. Alors ici, il s'agit vraiment toujours de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport par rapport aux médias, hein, à ce que peuvent dire les médias, hein, que ce soit les médias on va dire pro-Poutine ou les médias occidentaux. Alors bon, les médias pro-Poutine, de toute façon, ils ont été censurés, donc c'est difficile d'y avoir accès. Mais il s'agit vraiment de prendre de la hauteur par rapport au bruit médiatique. Parce que nous, en tant qu'investisseurs, la pire des choses à faire, c'est d'investir, c'est de trader en n'ayant une seule vue possible. Parce que ça, c'est le pire. Alors, je vais un petit peu vous expliquer que l'actualité géopolitique, elle est malheureusement beaucoup plus complexe que ce que nos dirigeants veulent bien nous faire croire. Euh, alors, tout d'abord, hein, je vais vraiment parcourir toutes les, pardon, toutes les zones qui nous intéressent. On va d'abord parler de la Russie. Alors déjà, la problématique avec la Russie ne se présume pas à Vladimir Poutine. Quand j'entends des dirigeants dire on va éliminer, il suffit d'éliminer Poutine et ça y est, c'est fini. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Alors tout d'abord, un petit point, c'est il faut pas, c'est le grand danger, c'est euh, de juger, en fait, d'anticiper les comportements d'un autre peuple, à savoir ici les Russes, par rapport à notre vision à nous. Les Russes n'ont pas nécessairement la même mentalité que nous. Je ne dis pas qu'ils sont meilleurs ou moins bons que nous, ils ont une autre conception de l'histoire, de la manière d'appréhender les choses que nous. Et il faut le respecter. Chaque peuple a des visions différentes. Nous, les Occidentaux, nous n'avons pas la même vision des choses que, par exemple, que les Saoudiens, qui n'ont pas la même vision des choses que les Russes, qui n'ont pas la même vision des choses que les Américains ou que les Chinois. Et ça, c'est très important. Donc, si on fait juste un petit rappel, un petit peu de la vision, euh, de la genèse du peuple russe, les Russes ont toujours préféré avoir des dirigeants forts. Ça, c'est très très important. Nous, on a du mal à le conceptualiser, mais quand on regarde hein, l'histoire récente de la Russie, les personnages russes qui nous ont inspirés n'ont pas forcément été plébiscités par le peuple russe. Prenons par exemple le tsar, le dernier tsar hein, des Romanov, c'était nos alliés, il a précipité la Russie euh, en guerre à nos côtés, en Première Guerre mondiale. Les Russes étaient un peu en difficulté face aux Allemands. Qu'est-ce qui s'est passé? Le tsar a été renversé. Il y a eu les mencheviks hein, qui sont arrivés au pouvoir, hein, qui étaient plutôt modérés, on va dire. Ils ont voulu continuer la guerre aux côtés des Français et des Anglais contre les Allemands. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été à leur tour renversés par les bolcheviks qui étaient beaucoup plus durs, hein. Lénine, puis Trotsky avaient un régime beaucoup plus dur, beaucoup plus autoritaire, hein. Je rappelle que Trotsky voulait exporter le communisme partout dans le monde et il n'avait pas hésité justement. Il y a eu une guerre civile très très dure à l'issue de laquelle les communistes, donc les bolcheviks, ont gagné et Trotsky a voulu pousser
les pions jusqu'en Pologne, voire au-delà, voire en Allemagne. Euh, Ensuite, il y a eu Staline qui a pris le pouvoir donc après la mort de Lénine. Et voilà, même Staline suscite la nostalgie chez beaucoup de Russes. Hein. A priori, c'est un des hommes politiques les plus populaires aujourd'hui en Russie, d'après les sondages. Autre exemple, toujours côté russe, prenons Gorbatchev, Mikhail Gorbatchev, enfin, que nous autres occidentaux, avons une très bonne image de lui. Il a quand même réussi à mettre fin à la guerre froide sans aucune goutte de sang. Il a réussi à persuader l'Allemagne de l'Est de renoncer au mur de Berlin, de faire chuter le mur de Berlin. Enfin, il a quand même été un grand artisan de la paix. Pourtant, à peine avait-il fait tout cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été renversé par un putsch en Russie, et même s'il a pu être entre guillemets libéré par Boris Yeltsin s'est empressé de le limoger, de l'obliger à quitter ses fonctions. Donc tout cela pour vous montrer que la perception des choses, ce qui est bon, entre guillemets, ce qui est considéré comme bon chez nous occidentaux, n'est peut-être pas forcément considéré comme bon en Russie. Voilà, aujourd'hui, voilà, au moment où je vous parle, les Russes préfèrent les hommes ou les femmes politiques forts, qui ont du charisme, qui ont de la poigne, comme on dit. Et ça, c'est très important. Voilà, il faut pas juger Vladimir Poutine ou d'autres dirigeants russes hein, avec notre conception à l'occidental. Et ça, c'est très important. Et si vous souhaitez aller plus loin hein, sur la partie géopolitique, hein, notamment sur le dossier Russie-Ukraine, bah, n'hésitez pas à consulter les interventions de quelqu'un que j'aime bien, de Vladimir Fedorovski, qui est un ancien diplomate hein, avec la double nationalité. Il est à la fois russe et ukrainien. Il n'est clairement pas pro-Poutine. Voilà, il explique très très bien la manière dont le peuple russe analyse les relations internationales. Donc voilà côté Russie, donc vous voyez que côté Russie, les choses sont quand même beaucoup moins simples que éliminer Vladimir Poutine. La situation est beaucoup plus complexe. Alors maintenant côté ukrainien. Côté ukrainien, là encore, hein, bon, l'actualité, voilà, elle est dominée par ce conflit russo-ukrainien et là encore, c'est beaucoup plus compliqué que ce que les médias mainstream nous présentent. Alors derrière hein, la façade, je rappelle, hein, les médias nous présentent en gros les Ukrainiens sont envahis, hein, les gentils Ukrainiens sont envahis par les méchants Russes et voilà, la situation. Il suffit juste entre guillemets, de botter le cul aux Russes, d'éliminer Poutine et la situation va se régler. C'est ce que les médias nous présentent. Malheureusement, derrière l'agression de la Russie sur l'Ukraine, attention, hein, je n'ai pas dit que les Russes sont en train de libérer l'Ukraine. Hein. Il y a une invasion de la Russie, enfin de l'Ukraine par la Russie. La politique ukrainienne au sein même de l'Ukraine, elle est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Alors on a d'un côté, donc ça, comme vous commencez à le savoir, on a d'un côté les russophones, donc notamment en Crimée et à l'Est, qui s'opposent aux Ukrainiens de base et dont beaucoup souhaitent un rapprochement avec la Russie. Ça, pour le moment, c'est simple. Mais même chez les Ukrainiens non russophones, vous avez une énorme fracture. Vous avez d'un côté Zelensky, donc qui suscite quelque part une certaine admiration de la presse occidentale, donc qui est pro-européen, de confession juive. Donc voilà, donc Zelensky qui suscite effectivement le soutien de la communauté, on va dire, occidentale, mais Zelensky, sa situation, elle n'est pas du tout simple. Même si on enlève les pro-russes, elle n'est pas simple parce que pour garder la main sur l'Ukraine, il est obligé de s'appuyer sur les pro-européens, mais aussi malheureusement pour lui sur des nationalistes ukrainiens qui eux-mêmes s'appuient sur des milices hein, telles que la milice Azov, qui revendiquent clairement la proximité avec les nazis. Donc c'est très compliqué, hein, même pour Zelensky, hein, en dehors des pro-russes, lui-même, il doit sans cesse se garder un pays unifié entre les Ukrainiens pro-européens et les Ukrainiens nationalistes, hein, vraiment anti-russes, hein, qui, quelque part, s'appuient sur des idéologies néo-nazies.
Donc c'est assez, voilà, la situation est très très compliquée et même d'un point de vue, on va dire, idéologique, Zelensky serait même plus proche, on va dire, d'une partie de la population russe que des milices sur lesquelles il est obligé de composer, que certaines milices qui sont très nationalistes, voire néo-nazis. Vous imaginez bien que les juifs et les néo-nazis, ça peut pas coexister, hein, ne serait-ce que d'un point de vue idéologique. Et pourtant, c'est un peu la situation ukrainienne. Donc vous voyez un petit peu que les choses sont quand même beaucoup plus complexes que ce que les médias nous présentent. Alors, là encore, derrière la Russie et l'Ukraine, on a aussi trois zones, hein, trois blocs qui se tirent la bourre, qui profitent quelque part de ce conflit pour se tirer la bourre. On a les États-Unis, l'Europe et la Chine. Alors côté États-Unis, les États-Unis donc imposent maintenant un embargo, hein, contre le gaz et le pétrole russe. Donc en apparence, ça a l'air logique compte tenu de l'agression russe en Ukraine. Donc là encore, je rappelle qu'il s'agit effectivement d'une invasion, d'une agression, mais les Américains veulent que les Européens appliquent les mêmes sanctions alors que l'Europe dépend énormément de l'énergie russe. Et tandis qu'un baril a plus de 100 $, les Américains sont exportateurs nets d'énergie et leur pétrole et gaz de schiste devient très rentable au vu des cours actuels. Donc c'est très très important de regarder un petit peu la tectonique des plaques quelque part. C'est que oui, effectivement, la Russie a agressé l'Ukraine, il faut des sanctions. Ok, fine, c'est très bien. Mais on voit bien que les Américains qui ne dépendent pas du tout du gaz et du pétrole russe appliquent un embargo sur l'énergie russe et obligent les Européens à appliquer le même embargo, là encore au nom des valeurs démocratiques, mais derrière cette défense en façade de la démocratie, il y a une volonté économique des États-Unis que l'Europe cesse ses échanges avec la Russie, mais accepte en contrepartie d'acheter le pétrole et le gaz de schiste américain. Donc là, on voit bien qu'il y a un conflit quelque part larvé économique entre les États-Unis et l'Europe. Et là, on voit bien cette complexité géopolitique, puisque le Venezuela et surtout l'Iran, jadis définis comme axe du mal, hein, par Washington, retrouvent ces lettres de noblesse. Je rappelle quand même que, par exemple, l'Iran, les dirigeants iraniens, quelque part, ne sont pas revenus sur leurs propos, par exemple les propos formulés par Ahmadinejad qui regrettait que Hitler n'ait pas fini le travail par rapport aux Juifs. Hein. Les dirigeants iraniens ont quand même tenu des propos extrêmement agressifs vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis des Juifs. Pourtant, voilà, aujourd'hui, on voit il y a un espèce de rapprochement avec le Venezuela et surtout avec l'Iran par rapport au pétrole. Donc on voit bien que les relations géopolitiques, c'est un petit peu à dimension variable, on va dire. Et là, en fait, c'est ça qui est très intéressant. Les Américains font d'une pierre trois coups. Ils mettent à genoux l'économie russe. Hein. Ça, il faut pas se voiler la face. Hein. Même si je sais, peut-être certains sont un peu peut-être admiratifs à l'égard de la Russie de Vladimir Poutine, l'économie russe, elle est très mal en point. Hein. Ça je vous envoie un petit peu aux vidéos de Tammy Cabage, hein, qui explique un petit peu ce qui se passe sur l'économie russe, hein, qui vous a fait de beaux graphiques, une belle présentation. Les Américains, ils mettent à genoux l'économie russe, ils fissurent les alliances entre la Russie, la Turquie et l'Iran, qui sont maintenant obligés de se repositionner, hein, puisque la Turquie et l'Iran maintenant, vu que la Russie elle est un peu mise un peu au pilori, ça oblige la Turquie et l'Iran un peu à se repositionner par rapport aux Américains. Et enfin, troisième pierre, ils affaiblissent l'Europe qui va se retrouver pressurisée pour importer l'énergie américaine beaucoup plus chère. Donc vraiment, on voit, hein, ce jeu, hein, cette géopolitique qui est très complexe, hein, derrière la Russie et l'Ukraine. On voit chacun joue sa partition et les Américains, quelque part, ils font finalement une belle affaire. Les Chinois, alors du côté chinois, eux ne peuvent pas soutenir publiquement la Russie, clairement, mais en ce moment, ils sont en train d'établir des partenariats avec la Russie pour acquérir
son pétrole et son énergie à bas coût. Et ben oui, la Russie, avant les sanctions, elle avait le choix entre exporter son pétrole, son énergie vers la Chine et vers l'Europe. Avec les sanctions, bah, les Russes sont obligés de se tourner vers la Chine et les Chinois apparaissent un petit peu comme des chevaliers blancs qui, euh, qui peuvent acquérir du pétrole à bas coût. Par ailleurs, la Chine peut se frotter les mains parce que, en fait, comme les Américains et les Européens ont utilisé l'arme SWIFT contre la Russie, bah, la Chine peut étudier en grandeur nature les effets dévastateurs de cette arme et commencer à construire un bouclier en accélérant la création d'une zone non dollarisée avec un système concurrent de SWIFT, donc qui s'appelle pour info CHIPS, système CHIPS. Donc on voit bien là encore que les Chinois, quelque part aussi, mettent en avant, poussent en avant leur pion. On a également l'Arabie Saoudite, parce qu'entre tout ça, bah, les Saoudiens jouent aussi leur partition en évitant d'ouvrir les vannes, parce que les Saoudiens pourraient quelque part profiter des sanctions contre la Russie pour réellement ouvrir les vannes pour faire chuter le prix du pétrole, mais non. Les Saoudiens, quelque part, ont intérêt à ce que les prix du pétrole restent élevés. Pourquoi? Parce que ça va susciter un mécontentement au sein de la population américaine qui, rappelons-le, va voter en novembre prochain aux élections de mi-mandat et on pourrait assister à la défaite des démocrates et avec le retour aux commandes des républicains. Et ça, les Saoudiens, clairement, ont un intérêt à ce que les républicains reviennent aux commandes aux États-Unis parce que les républicains ont en général une politique beaucoup plus proche des Saoudiens que les démocrates. On voit bien, ce jeu est quand même très très compliqué. On a un vrai jeu, un vrai billard là, entre les Chinois, les Américains, les Saoudiens et les Européens. Et justement, à propos de l'Europe, avec la Russie, l'Europe semble clairement apparaître comme une grande perdante de ce conflit. Et à moins que cette crise ne se résolve très vite, les Européens seront condamnés à importer de l'énergie de plus en plus chère. Donc en Europe, on risque donc de faire face à une montée de l'inflation par l'offre. Cette inflation, par un choc d'offres, aboutirait à un ralentissement de la croissance. Et là, on risque, en Europe tout du moins, de rentrer dans cette spirale, dans cette situation de stagflation qui combine inflation structurellement élevée avec une croissance anémiée. Et là, effectivement, l'Europe apparaît vraiment comme en position vraiment de faiblesse avec tout ce qui se passe actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Alors, les conséquences monétaires, face à cette situation, donc l'inflation en Europe pourrait dépasser durablement les 5%, avec un double problème pour la BCE. Si la BCE choisit de lutter contre l'inflation par une politique restrictive, les taux vont se mettre à grimper et surtout les spreads de crédit entre les différents pays, nord-sud, vont s'écarter dangereusement avec un risque de relancer la crise de l'euro que l'on avait vu au début de l'année 2010. Donc ça, c'est très très dangereux. Si la BCE décide de lutter contre l'inflation, et ben tout ce qu'a fait Mario Draghi avec le whatever it takes de Mario Draghi sera réduit à néant et on risque d'avoir des spreads qui vont s'écarter entre l'Europe du Sud, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, par rapport à l'Allemagne. Et là, on peut avoir un risque d'explosion de la zone euro. A l'inverse, si la BCE ferme les yeux sur la situation actuelle, en continuant une politique expansionniste, qu'est-ce qui risque de se passer? Les taux seront maintenus artificiellement bas, les taux réels, notamment allemands, seront en territoire fortement négatif, déclenchant la colère des épargnants allemands qui ne souhaitent pas être ruinés comme ce qui s'est passé lors de la République de Weimar. Et là, il y a un vrai risque que l'Allemagne décide de sortir de l'euro. Et là, je vous rappelle, la petite musique, suite à ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, c'est passé un peu inaperçu, mais le gouvernement de Olaf allemand a décidé d'injecter 100 milliards d'euros pour réarmer l'Allemagne. Et ça, c'est pas anodin. C'est pas du tout anodin. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne s'est contentée d'être
un pays démilitarisé en se contentant de devenir un géant économique, mais un nain militaire. Là, quelque part, les Allemands profitent de la, entre guillemets, de la menace russe à l'Est pour se réarmer. Et ça, c'est pas anodin, ça, voilà, il faut quand même prendre des pincettes, il faut prendre de la hauteur, du recul, avec le... Alors, est-ce que c'est une opportunité ou un risque d'avoir juste à côté, à nos frontières, aux frontières de la France, une Allemagne remilitarisée qui pourrait être à la fois un géant économique, ça l'est déjà, et aussi un géant militaire. Ça, c'est aussi, il faut aussi avoir conscience de cela. Et enfin, l'inflation n'étant plus combattue par la BCE, celle-ci pourrait alors perdurer, déclenchant des mouvements sociaux bien plus forts que ce qu'on a pu observer avec les Gilets jaunes. Je vous rappelle que lorsque les Gilets jaunes ont un peu secoué la France, le pétrole, enfin l'essence, on était à 1,40 € le litre d'essence. Aujourd'hui, on est au-dessus de 2 € le litre. Donc je vous laisse imaginer si la situation perdure après les élections présidentielles et législatives, qu'est-ce qui risque de se passer en matière de mouvements sociaux et de mouvements, voilà, de mouvements sociaux en France après les élections. Donc ça, il va falloir aussi faire très attention à tout ça. Donc on voit que pour la BCE, ça va être vraiment très compliqué de piloter la politique monétaire dans ces conditions. Alors là maintenant, je vais attaquer un petit peu les marchés, hein, ce qui se passe sur les marchés. Alors regardez un petit peu, alors ça c'est l'évolution des taux, du taux français, du taux 10 ans français. Et là c'est impressionnant, alors que les marchés ont dérouillé, comme on dit, bah, les OAT, hein, les obligations françaises, ne jouent plus leur rôle de flight to quality. On voit les taux français continuer à se tendre. Alors on a eu une petite détente, au début, mais là, très clairement, on a de nouveau les taux français qui remontent et qui sont au sommet, hein, qui atteignent des niveaux que l'on n'a plus vus depuis déjà 2-3 ans. Et ça, c'est assez inquiétant parce que historiquement, les obligations, en fait, jouent quelque part un rôle finalement d'amortisseur. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les actions qui sont au plus haut. Les actions corrigent, les actions chutent, les taux baissent par un mouvement, ce qu'on appelle de flight to quality, et une fois que les taux ont baissé, qu'est-ce qui se passe? Les gens sortent du marché obligataire pour racheter des actions, ce qui relance les actions à la hausse. Là, c'est pas du tout ce qu'on observe. On a une baisse des actions et on a une hausse des taux. Donc ça, c'est pas du tout anodin. On a également, je vous disais, les spreads qui s'écartent entre l'Italie et l'Allemagne. Je vous ai pris l'exemple de l'Italie et de l'Allemagne, mais on peut prendre le spread entre la France et l'Allemagne, le spread entre la Grèce et l'Allemagne. On a des spreads qui continuent à s'écarter entre l'Allemagne et d'autres pays, les pays du sud de la zone euro. Et ça, c'est assez inquiétant parce que si Christine Lagarde, donc si la BCE ne remet pas en route la planche à billets, ne remet pas en route une politique monétaire laxiste, les spreads pourraient continuer à s'écarter et mettre à terme la zone euro en danger. Et ça, il y a des économistes qui l'expliquent très très bien, notamment Charles Gave, Olivier Delamarche, ils en parlent. Et là, il y a un vrai risque que la zone euro se retrouve en danger même existentiel. Donc surveillez bien l'évolution des spreads entre l'Allemagne et différents pays du sud de la zone euro. Alors autre chose aussi inquiétant, c'est les obligations indexées inflation. Alors avant que n'éclate le conflit avec Russie-Ukraine, donc on avait des statistiques inflation qui étaient pas bonnes, mais moi j'étais plutôt optimiste. Pourquoi? Parce qu'on voyait les obligations indexées inflation refluer. Ça veut dire que certes, on avait des chiffres d'inflation qui sortaient qui étaient de plus en plus élevés, mais l'inflation anticipée par les marchés au travers des OATI était à la baisse. Et là, avec l'éclatement de la crise entre la Russie et l'Ukraine, on voit que les obligations indexées inflation repartent à la hausse. Et ça, c'est très dangereux, c'est-à-dire qu'on a à la fois
des statistiques inflation qui tombent qui sont toujours mauvaises. On est maintenant à 5% d'inflation en France, mais avec en plus maintenant une inflation anticipée par les marchés qui repart à la hausse. Et ça, c'est assez inquiétant. Ça laisse présager d'un emballement de l'inflation en zone euro et en particulier par exemple en France, comme on a pu l'observer dans les années 70. Alors en parallèle justement de cette hausse de l'inflation, on voit que la croissance, les projections de croissance pour le futur sont toujours de plus en plus basses. On voit une courbe des taux américaine qui continue à s'aplatir. Et ça, en fait, la quantification de la courbe des taux américaine est un très bon indicateur avancé de ce que pourrait être la croissance dans les 18 prochains mois. Donc qu'est-ce qu'on avait vu dans le graphique d'avant? Donc je vous rappelle, le graphique d'avant vous montre une anticipation de remontée de l'inflation et le graphique de la courbe des taux américaine actuelle avec un aplatissement de la courbe des taux laisse à penser que la croissance pourrait fortement ralentir dans les prochains mois. Ralentissement de la croissance, hausse de l'inflation, c'est exactement finalement la définition de ce qu'on appelle la stagflation. Et c'est ce qui est arrivé au début des années 70 et qui a mis fin d'ailleurs aux 30 glorieuses. C'est les chocs pétroliers, c'est la fin du Bretton Woods et c'est la stagflation. Et ça, en fait, il y a un risque aujourd'hui, au moment où je vous parle, que l'on assiste à un retour de la stagflation observée dans les années 70. Alors maintenant, on va parler un petit peu des marchés. Alors, cette semaine, la semaine qui est passée, on a eu un très beau rebond du CAC 40. On est passé de 5800 à 6400. C'est un très très bon rebond. Malheureusement, le retournement de la tendance de fond semble être acté. Vous voyez, on voit l'épaule tête-épaule. Ça, je vous en avais déjà parlé bien avant la crise ukrainienne, épaule, tête, épaule. Et là, on voit que malgré le rebond qu'on a eu la semaine dernière, on voit que on est très très loin de toucher les zones de résistance qui sont 6500 et 6666 points. Donc là, clairement, on voit que finalement, la crise ukrainienne, elle a quelque part accéléré, précipité la baisse des indices, notamment du CAC 40, qui est maintenant clairement, qui semble rentrer dans une tendance baissière. Alors pourquoi je ne suis pas très optimiste sur le CAC 40 parce que certains pourraient me dire oui mais regarde pendant la crise du Covid les marchés se sont retournés à la hausse de manière très violente et la crise a été effacée très rapidement. Oui, moi j'étais pas spécialement pessimiste quand il y a eu la crise du Covid, j'ai investi massivement sur les marchés. D'ailleurs, j'ai gagné pas mal d'argent là-dessus parce que voilà, j'étais plutôt optimiste. Là, la situation n'est pas du tout pareille et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, contrairement à ce qui s'est passé lors de la crise sanitaire de 2020, les marchés n'ont plus du tout les mêmes leviers pour rebondir. La crise sanitaire a forcément un début et une fin. Il était presque évident que l'humanité entière allait s'unir pour trouver une solution avec un vaccin ou une immunité collective. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Là, la crise du Covid, elle a eu un effet récessionniste et déflationniste. Je vous rappelle que le pétrole était tombé en dessous de zéro. Ce qui a permis aux banques centrales de mettre en œuvre une planche à billets comme jamais. Là, actuellement, on n'est pas du tout dans la même situation. Là, on a un pétrole qui est à plus de 100 euros, plus de 100 dollars le baril. Je vois mal comment les banques centrales peuvent mettre en place une planche à billets monstrueuse alors qu'on a déjà un prix du baril qui est très très élevé. Par ailleurs, le retournement à la baisse des marchés avait commencé bien avant la crise ukrainienne, alors que lorsqu'il y a eu la crise du Covid, les marchés étaient vraiment dans une tendance baissière et c'est la crise du Covid qui a provoqué un crack. Là, la baisse, elle avait déjà commencé et d'ailleurs, les records historiques du CAC 40 a eu lieu en tout début d'année 2022. Par ailleurs, à l'exception
de certaines valeurs comme LVMH, la majorité des entreprises étaient déjà en territoire négatif depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça, je vais vous montrer des graphiques, c'est assez édifiant. En fait, beaucoup d'entreprises étaient déjà en tendance baissière, en bear market, bien avant l'arrivée de la crise russo-ukrainienne. Et enfin, les problématiques d'inflation étaient à l'œuvre bien avant l'Ukraine et d'ailleurs pouvaient être comparées à l'inflation qui a suivi la fin du Bretton Woods. Parce que souvent, dans l'imaginaire collectif, on dit « Oh là là, il y a eu les 30 glorieuses, choc pétrolier, inflation ». C'est pas tout à fait vrai. L'inflation des années 70, elle a commencé bien avant 1973-1974. Elle a commencé en fait dès 1971 avec la fin des accords de Bretton Woods et de la convertibilité du dollar en or. Et dès que les Américains ont mis fin en 1971 à la convertibilité du dollar avec l'or, d'ailleurs c'était un peu, je ressors la phrase de Nixon, le dollar c'est notre monnaie et c'est votre problème, l'inflation a commencé à accélérer. Et ensuite, évidemment, les chocs pétroliers, évidemment, ont poussé l'inflation bien au-delà de 10%, mais l'inflation avait déjà commencé à pointer le bout de son nez avec la fin du Bretton Woods en 1971. Et là, on assiste à peu près un peu à la même chose, c'est-à-dire que avec les planches à billets, avec les montagnes de liquidités qui ont été déversées pour soutenir les marchés suite à la crise du Covid, ça a redressé, ça a provoqué une remontée des matières premières. Les matières premières étaient déjà en tendance haussière bien avant la crise ukrainienne, générant par là même une remontée de l'inflation. Dès la fin de l'année 2021, on avait déjà des taux d'inflation proches, voire supérieurs à 5%. Et là, en fait, la crise ukrainienne, la crise entre la Russie et l'Ukraine, ne fait qu'accélérer l'inflation de la même manière que le choc pétrolier de 1973, suite à la guerre du Kippour, n'a fait qu'accélérer l'inflation de l'époque qui était déjà en train de repartir à la hausse après la fin du Bretton Woods. Donc ça, c'est aussi important de regarder tout ça, et c'est ce qui me rend moins optimiste sur les marchés que j'ai pu l'être suite à la crise du Covid. Maintenant, donc là j'ai parlé un petit peu du CAC 40, on voit à peu près qu'il se passe à peu près la même chose pour le Dow Jones, alors de manière moins violente, hein, je vous ai expliqué en début de vidéo que les Américains résistent beaucoup mieux à la crise que les Européens. Le Dow Jones baisse beaucoup moins que le CAC 40, mais le Dow Jones perd des plumes avec la crise ukrainienne et on voit sur les graphiques, là en pas journalier, en pas horaire, que la baisse du Dow Jones, hein, je vous mets un petit peu vous savez la zone en rose là, la baisse des marchés US a commencé bien avant la crise ukrainienne. Vous regardez, on était déjà en tendance baissière et la tendance baissière en fait n'a fait que s'accélérer et se prolonger avec le déclenchement des hostilités entre la Russie et l'Ukraine. Alors pareil hein, pour le Nasdaq, hein, on voit hein, le Nasdaq, hein, c'est la même chose. Hein. Le Nasdaq a commencé déjà sa tendance baissière bien avant l'arrivée de la crise entre la Russie et l'Ukraine. On voit, on a eu un double top du Nasdaq hein, en novembre 2021, puis fin décembre 2021, donc avant même le début de l'année 2022. Et on voit que le Nasdaq a commencé à baisser avant l'éclatement du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et là, je vais vous mettre un graphique très intéressant. C'est Facebook, hein, qui est quand même un gros poids lourd du Nasdaq. Hein. On parle des GAFA. Dans GAFA, il y a le F de Facebook. Hein. Aujourd'hui, c'est Meta. Et on voit que Facebook a atteint son record historique le 31 août 2021. Et depuis le 31 août 2021, Facebook est entré en tendance baissière. Et la chute, hein, voire même l'effondrement de Facebook s'est accéléré à la fin janvier 2022. Fin janvier 2022, Facebook perd 30% de sa valeur en quasiment une semaine. Donc on voit bien que, vous voyez, hein, la chute de Facebook, elle n'a rien à voir avec la crise entre la Russie et l'Ukraine. La chute de ce titre était déjà à l'œuvre bien avant l'arrivée de ce conflit russo-ukrainien. Je vous mets l'exemple de Facebook, mais je peux vous mettre
plein d'autres valeurs, hein, par exemple Netflix, qui déjà commençaient à baisser, entamer la tendance baissière bien avant l'arrivée de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Je peux vous prendre aussi énormément de small cap, de mid cap françaises qui étaient déjà en souffrance déjà à la fin de l'année 2021. Donc c'est pour ça que moi je suis moins optimiste que je l'étais lors de la crise du coronavirus, parce que voilà, on avait déjà des tendances baissières, des tendances au retournement qui étaient déjà à l'œuvre bien avant. Et d'ailleurs, il y avait une vidéo, notamment que j'avais fait le 4 janvier, une première vidéo de l'année 2022, où je titrais vers bouquet final, point d'interrogation, lorsque le CAC 40 était monté en ligne droite jusqu'à 7400 points. Et j'avais titré cette vidéo, est-ce que l'on n'assistait pas là au bouquet final? Et effectivement, c'était un petit peu le... Avec le recul, c'est facile, hein, effectivement, on a eu un baroud d'honneur du CAC 40, on a eu des valeurs qui ont flambé, comme LVMH, qui avait pu tirer la cote parisienne vers des records historiques, mais visiblement c'était un petit peu c'était le baroud d'honneur, puisque là les marchés sont entrés en tendance baissière depuis. Alors sur la Chine, là on a eu une rupture majeure, hein. On a un support, un très gros support, hein, qui tenait depuis l'été dernier, le support des 14 500 points, et là qui a cassé cette semaine, hein, avec les actions chinoises qui ont perdu 1000 points, hein, l'indice chinois a perdu 1000 points, et s'est effondré jusqu'à 13 000 points avant de rebondir cette semaine, un peu comme le CAC 40, mais clairement là, la rupture du support des 14 500 points marque un retour des indices chinois en tendance baissière. Alors la tendance baissière de l'indice chinois avait démarré en février 2021. Donc voilà, ça fait maintenant plus d'un an que les indices chinois sont entrés en tendance baissière. On aurait pu penser que les indices allaient consolider avant de remonter. Pas du tout. On a eu une poursuite de la tendance baissière, l'enfoncement du support des 14 500 points remet en course la tendance baissière sur les indices, l'indice chinois. Alors, il n'y a pas que le graphique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé également? Alors, il n'y a pas non plus le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Il ne faut pas oublier que la Chine et les États-Unis se livrent aussi une guerre économique, et beaucoup d'entreprises chinoises ont été condamnées alors officiellement, pour des problématiques comptables, hein, des comptes, des publications de comptes qui ne sont pas aux normes de ce qu'attend le législateur américain. Donc il y a eu des redressements comptables de sociétés chinoises, ce qui a accéléré leur baisse en dessous des 14 500 points. Donc vous voyez, ça c'est par exemple une information, les médias n'en parlent pas beaucoup, mais il y a eu des entreprises chinoises qui se sont faites épingler par la SSI aux États-Unis, ce qui a accéléré la baisse, ce qui a remis la baisse en fait de pas mal d'actions chinoises qui se sont faites entre guillemets éclater en bourse, et qui a prolongé la tendance baissière de l'indice chinois en dessous des 14 500 points. Donc vous voyez, ça c'est un exemple, hein. Voilà, c'est important, vous voyez derrière le bruit, hein, des canons entre la Russie et l'Ukraine, de regarder un petit peu tout ce qui se passe, un petit peu les bruits de fond, voilà, les signaux faibles qui se passent et qui quelque part font bouger les marchés. Ça c'est vraiment important, vous voyez, ça c'est un exemple. Si vous êtes rivé sur ce que disent les médias mainstream sur la Russie, les méchants Russes, les gentils Ukrainiens, et que votre vision n'arrive pas à aller au-delà de ça, bah vous risquez d'être vraiment en danger en tant qu'investisseur sur les marchés. Alors là, je vous ai mis un autre graphique sur lequel j'investis, c'est l'Afrique du Sud. Ce sont les actions d'Afrique du Sud. Et là, incroyable, bah, les actions d'Afrique du Sud sont flat depuis le début de l'année. Personne n'en parle, on parle du CAC 40, du Dow Jones, etc., etc. Mais on a un indice qui résiste très bien à la crise. Ce sont les actions d'Afrique du Sud. Là, je vous ai mis à gauche le comportement de l'indice phare de l'Afrique du Sud, les 40 plus grosses entreprises d'Afrique du Sud. Regardez.
Alors oui, on a eu une baisse hein, suite à la crise ukrainienne, mais finalement, rien de dramatique, hein. L'indice d'Afrique du Sud, finalement, il est flat depuis le début de l'année. Donc c'est assez incroyable. Les actions d'Afrique du Sud résistent très bien. Alors regardez à côté, maintenant à droite, regardez ce qu'a fait durant la même période le CAC 40, hein. Donc on a le sommet du CAC 40 a atteint le 4 janvier à 7400 points quasiment. Et là, on a le début de la tendance baissière du CAC 40 et puis ensuite l'effondrement, l'accélération de la tendance baissière avec la crise entre la Russie et l'Ukraine. Donc là, c'est intéressant, vous voyez, l'Afrique du Sud qui résiste bien graphiquement, mais on peut le comprendre. On peut le comprendre. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud, c'est clairement un réservoir de matières premières, notamment tout ce qui est tous les métaux, hein, le nickel, le cuivre, sont produits aussi en Afrique du Sud. Et comme maintenant la Russie subit de plein fouet les sanctions, bah, les investisseurs se retournent vers un géant, on va dire, de matières premières, de métaux, de minerais, qui est l'Afrique du Sud. Et là, c'est très intéressant, en page journalier, hein, si je vous mets le CAC 40 et l'indice Afrique du Sud, on voit que avant le Covid, bah, l'Afrique du Sud, ça n'a pas fait grand-chose, hein. Ensuite est arrivé le Covid, bah, les indices, enfin les actions d'Afrique du Sud ont chuté, hein, comme le CAC 40. Et là, en fait, on voit, après le point bas lié à la crise du Covid, on voit les marchés actions d'Afrique du Sud sont très fortement remontés. Et là, on voit hein, la crise ukrainienne, finalement, elle a quasiment, pour le moment, elle a quasiment eu aucun effet sur les actions d'Afrique du Sud. Alors que sur le CAC 40, ça a été un bain de sang. Regardez le CAC 40, hein, la crise ukrainienne, elle a ramené, elle a effacé plus d'une année de hausse. En 2 semaines, on a effacé une année de hausse des marchés français et le CAC 40 est revenu quasiment à ses niveaux d'avant crise du Covid. Alors que si vous regardez à gauche, hein, sur les actions d'Afrique du Sud, on a quasiment rien fait. On a une petite baisse ici, mais on a rien eu. Donc avoir des actions d'Afrique du Sud, bah, c'est un très très bon moyen de diversifier son portefeuille par rapport à la crise actuelle. Et ces actions d'Afrique du Sud, on peut les acheter via des plateformes de trading, mais on peut également les acheter via des assurances-vie à architecture ouverte. L'or. Alors maintenant l'or, alors l'or c'est très très intéressant, hein. On a eu déjà il y a 10 jours une cassure d'une grosse résistance hein, des 1850 qui a propulsé l'or au-delà des 2000 $ l'once. Mais attention, vous voyez là l'or a corrigé sur 2100 et là il rebaisse, là il est en train de rebaisser, de consolider. Et là ça va être très intéressant à voir. Est-ce que on a une reprise de souffle de l'or vers les 1900 voire 1850 $ l'once avant de repartir à la hausse? Et là ça pourra être intéressant pour les investisseurs qui ont raté quelque part la hausse de l'or de se repositionner. Ou est-ce qu'on a ici un double top, hein, vous voyez, premier sommet en 2020, suivi d'une longue consolidation, accélération haussière, nouveau sommet quasiment au même niveau que 2020. Et là, le risque, c'est que bah, si jamais on ne repart pas à la hausse et que l'on casse à la baisse les 1850 $ l'once, le risque, c'est d'avoir une forte rechute de l'or, une très très forte baisse de l'or à cause de ce double top. Donc ça va être très intéressant de voir un peu comment l'or va se comporter dans les prochains jours, les prochaines semaines, notamment à la faveur du développement de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Maintenant, si on pense qu'on va avoir un scénario de stagflation, comme dans les années 70, je pose la question en début de vidéo, est-ce qu'il s'agit d'un scénario de stagflation? Mais si jamais on a un scénario de stagflation avec des prix des matières premières structurellement élevés qui vont maintenir une inflation structurellement élevée contre laquelle les banques centrales ne pourront pas lutter, alors ça pourrait être très intéressant de profiter finalement de la baisse de l'or, de la consolidation de l'or, pour acheter de l'or, soit via les assurances vie, soit via des plateformes de trading, parce que si on avait vraiment un scénario de stagflation, là l'or pourrait très très bien aller jusqu'à 3000, voire plus, 3000 $ l'once, voire plus,
comme le prédisait déjà Robert Kiyosaki. Alors moi, attention, je ne vous dis pas que l'or va aller à 3000 dollars l'once, mais si on a un scénario de stagflation, avec une inflation durablement élevée, une croissance faible, des banques centrales complètement impuissantes à lutter contre cela, l'or pourrait vraiment aller très 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 haut. Pourquoi? Parce qu'on aurait une destruction progressive de la monnaie. Il ne faut pas oublier, durant les années 70, les monnaies, le dollar, l'euro, enfin c'était le franc à l'époque, ont perdu quasiment 70% de leur valeur. En 10 ans, l'euro et le dollar ont perdu 70% de leur valeur, ce qui est logique, hein, 10% d'inflation par an. Bah, en 10 ans, bah, vous avez perdu 70% de la valeur, enfin la monnaie a perdu 70% de sa valeur. Et donc si une monnaie perd 70% de sa valeur, bah, l'or explose, l'or peut faire x2, x3 durant cette même période. Et c'est ce qui s'est passé durant les années 70 où l'or a été multiplié par 3. Donc si on est à l'aube d'une nouvelle stagflation, une crise stagflationniste, bah, là, l'or, on pourrait avoir de bons points d'entrée sur l'or et profiter de la consolidation pour renforcer ses positions dans l'or. Attention, je ne dis pas qu'il faut faire ça, je dis que l'or peut être un bon rempart contre une crise de stagflation. Alors l'argent, contrairement à l'or, il a du retard, on est encore loin des plus hauts, hein. Les plus hauts de l'argent, c'était 30 dollars l'once. Là, l'argent est à peine 26 dollars l'once, donc on est quand même à 20% en dessous des plus hauts. Mais je vous ai mis le graphique en pas horaire de l'argent. L'argent monte, poursuit, il est sur une tendance haussière, hein, donc il est toujours supporté par une oblique, hein, par un canal ascendant qui est maintenant, qui est à l'œuvre maintenant depuis maintenant un mois et demi. Donc ça peut aussi, hein, l'argent, si on pense qu'on va avoir un scénario de stagflation, l'argent peut aussi être un excellent support pour protéger son portefeuille contre la remontée de l'inflation couplée avec une croissance faible. Alors là, je vous mets aussi d'autres métaux précieux. Le platine, là encore, hein, le platine a connu une forte hausse lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais il a rebaissé, hein, il a perdu 10% depuis une semaine, et on retrouve, le platine revient à ses niveaux d'avant crise. Et là encore, hein, c'est un métal précieux, hein, il y a 4 métaux précieux, hein, l'or, l'argent, le platine et le palladium. Et là encore, hein, le platine, ça peut être aussi un métal très intéressant à jouer si on veut, voilà, si on veut se protéger d'une crise de stagflation. Et enfin, on a le palladium. Alors le palladium, hein, contrairement au platine, il a fortement monté suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avant de perdre 15%, mais on est encore, hein, le palladium est encore loin de retrouver ses niveaux d'avant-crise. Donc le palladium, voilà, il est, par rapport au platine, il apparaît comme étant plus surévalué que le platine. Mais là encore, voilà, voilà, si, de manière générale, hein, si le scénario des années 70 se matérialise avec une stagflation, bah, les 4 métaux, hein, avoir un petit portefeuille avec de l'or, de l'argent, du platine, du palladium, bah, ça peut être assez intéressant à jouer. Je rappelle, hein, ces 4 métaux précieux, on peut très bien les acheter en physique, donc on peut aller dans des bureaux de change et en acheter en physique, avoir des pièces de palladium, des pièces de platine, d'or et d'argent. On peut les jouer via des minières, notamment via des assurances vie à architecture ouverte, mais on peut aussi les jouer via des plateformes de trading, hein. Là, c'est un graphique que j'ai tiré d'une plateforme de trading. Alors, maintenant, pour parler de métaux qui ne sont pas précieux, des métaux industriels, le cuivre. Donc le cuivre est en baisse depuis le top, depuis le paroxysme de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Le cuivre revient sur ses niveaux d'avant-crise, mais la tendance haussière n'est pas du tout remise en cause, hein. Si on regarde le graphique à gauche, hein, le graphique journalier, on voit, hein, la tendance haussière du cuivre était déjà à l'œuvre depuis quand même depuis plus d'un an, hein. On avait le cuivre qui remontait, hein, depuis déjà 2020. Ensuite, on a eu
une stagnation, une consolidation, une accélération ensuite du cuivre au-delà des 5, au-delà du niveau des 5 dollars la tonne, à la faveur de la crise Russie-Ukraine. Puis là, on a une consolidation, une petite baisse, mais on voit que le mouvement de hausse du cuivre est loin d'être remis en question. Le nickel, alors là, le nickel, c'est impressionnant, c'est un autre métal industriel, hein, vous voyez, le nickel qui était sur une tendance, on va dire, haussière de manière modérée, a complètement explosé à la hausse suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et la hausse a été tellement violente que la place de cotation du nickel, hein, parce que le nickel est coté, hein, alors je ne me souviens plus du nom de la place qui cote le nickel, a dû carrément interrompre les cotations. Aujourd'hui, c'est simple, vous ne pouvez plus ni acheter ni vendre du nickel, ce qui est assez dramatique, hein, aussi bien pour les spéculateurs, donc pour les gens qui ont vendu à découvert le nickel, se sont retrouvés complètement ruinés par la hausse du nickel, ils ne pouvaient même plus racheter leur position. Pareil, hein, les gens qui ont acheté au plus haut à 100 000 dollars, eux sont aussi ruinés parce que le nickel a corrigé, a fortement corrigé, mais ils ne peuvent plus vendre leur position parce que le marché est tout simplement arrêté. Au moment où je vous fais cette vidéo, le marché du nickel est stoppé. Et c'est aussi dramatique pour les personnes qui veulent se couvrir, parce qu'il n'y a pas que des spéculateurs, il y a des personnes qui vont acheter des futurs sur le nickel pour se couvrir, parce qu'ils ont prévu d'acheter du nickel dans 6 mois, 1 an. Donc ces personnes-là avaient prévu d'acheter des futurs pour se couvrir, et ces personnes-là ne peuvent même pas être livrées parce que le marché du nickel s'est tout simplement arrêté. Il n'y a plus de marché du nickel au moment où je vous parle. Donc vous voyez, on voit que les marchés des matières premières sont fortement affectés, secoués par cette crise. Le blé, alors là pareil, hein, le blé qui a explosé à la hausse et là qui corrige, mais qui reste très au-dessus de sa tendance de long terme malgré cette correction. Et là, attention, attention, attention aux impacts sur l'inflation, notamment en Afrique et chez les ménages modestes en Europe. Là, le blé, les cours du blé cotent à 1100. Je vous rappelle que lorsque les crises, hein, les printemps arabes se sont déclenchés dans les pays arabes et les pays du Maghreb, le blé était à 800. Aujourd'hui, on est à 1100 après un passage par 1400. Donc là encore, attention aux manifestations, aux mouvements sociaux, aux manifestations, aux risques de révolution. Parce que là, le blé, c'est mangé, hein, c'est la nourriture, hein, le pain, la farine, enfin, quasiment la majeure partie de notre alimentation repose sur le blé. Et là, quand on voit le niveau du blé, voilà, il va vraiment falloir faire attention aux impacts que ça va avoir sur l'inflation alimentaire et derrière sur le risque de déstabilisation de pas mal de gouvernements dans beaucoup de pays, y compris en Europe et en France. Hein. Hausse du prix du pétrole implique hausse de l'essence, hausse du blé implique hausse de l'alimentation. La France des Gilets jaunes risque de se rappeler à nos chers gouvernants. Alors le gaz naturel, alors contre-intuitivement, les prix du gaz n'ont pas explosé avec la crise Russie-Ukraine. Néanmoins, attention, le gaz reste sur une tendance haussière. Mais on n'a pas eu une accélération à la hausse du gaz, ce qui montre que finalement les marchés n'anticipent pas une rupture totale des relations avec la Russie sur ce qui a trait au gaz. Donc ça c'est un peu on va dire l'aspect positif de la chose, mais attention, le gaz est en tendance haussière de long terme, donc là encore, hein, les personnes qui se chauffent au gaz, attention, si jamais on a une rupture des relations entre la Russie et l'Europe sur le gaz naturel, ou si la Russie décide de se venger sur l'Europe en nous coupant le gaz, attention, on pourrait avoir des prix du gaz qui peuvent être multipliés par 5, par 6, par 10.
Donc là, je vous laisse imaginer les factures, hein, moi, j'ai fait une petite simulation, hein. Vous prenez une famille, un couple avec 2 enfants qui se chauffent au gaz. Si les prix du gaz devaient être multipliés par 3, par 4, comme on a vu par exemple pour le nickel, bah, ça pourrait induire une facture de gaz qui augmenterait de 200, 300, 400 euros par mois. Je dis bien par mois. Donc là encore, attention, attention, voilà, il y a de vrais risques pour l'hiver 2022-2023 si la crise ne se tasse pas d'ici là. Et je termine par le Bitcoin qui a paradoxalement un comportement d'un actif défensif. La volatilité du Bitcoin est assez modérée, hein, alors qu'on a la volatilité des actions qui a explosé, la volatilité des matières premières qui a explosé. Bah, curieusement, le Bitcoin, vous voyez, il ne fait pas de gros mouvements. Regardez le graphique en page journalier, vous voyez, on a des petits mouvements alors que ça chauffe. On a même eu une remontée du Bitcoin depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des sanctions. Pourquoi? Alors certains pensent que la Russie est en train de contourner les sanctions et la rupture du système SWIFT en procédant à des transactions via le Bitcoin. Et a priori, c'est selon les rumeurs de marché, le Bitcoin tend à profiter de cela, ce qui explique sa résilience. Donc voilà un petit peu pour ce petit tour, hein, géopolitique et sur les marchés. Donc en résumé, en conclusion, attention, cette crise ne ressemble pas à la crise du Covid. Donc voilà, donc si vous comptez sur ce que j'appelais dans une autre vidéo le put Fed en disant ah bah ça y est, les marchés sont bas, on va faire un all-in sur les marchés parce que les banques centrales vont remettre la planche à billets pour refaire partir les marchés, attention, on n'est plus du tout dans la même situation. Voilà, c'est pas du tout pareil d'activer la planche à billets quand on avait un baril à 10 $. Bah, on peut le faire. Avec un baril à 100 $, c'est plus du tout la même histoire. Autre point, les tendances de retournement sur les marchés actions européens et américains étaient déjà à l'œuvre bien avant la crise ukrainienne, ce qui n'était pas le cas avec la crise du Covid. Quatrième point, pour le moment, l'économie subit de plein fouet les effets de l'inflation, mais on ne ressent pas encore les effets du ralentissement. Donc pour le moment, on a eu le premier effet qui se coule, on prend de plein fouet le premier effet qui se coule qui est l'inflation, mais on n'a pas encore les effets de la croissance ralentie. Donc pour le moment, on n'a pas encore subi ce qu'on appelle la stagflation. Pour le moment, on a le premier volet de la stagflation qui est l'inflation, mais on n'a pas encore la deuxième onde de choc qui est le ralentissement de la croissance, voire même un risque de retomber en récession. Donc là, c'est le conseil que les deux derniers points, c'est des conseils que je vous donne. Profitez, vraiment j'insiste, profitez encore du fait que le marché de l'emploi qui a du retard sur la bourse pour négocier des hausses de salaire ou pour changer de poste. Voilà, si vous estimez ne pas être payé à votre juste valeur, profitez vraiment, utilisez encore cette dernière fenêtre de tir, hein, ça va peut-être pas durer, pour mettre la pression, pour avoir une hausse de salaire, voire changer d'entreprise, quitter votre poste pour avoir une hausse de salaire, parce que là, on peut encore se battre contre l'inflation en négociant avec son employeur ou en quittant son travail pour avoir une hausse de salaire, mais une fois que le ralentissement sera à l'œuvre dans quelques semaines, quelques mois, et que le chômage commencera à repartir à la hausse, hein, bah là, ça va être beaucoup plus compliqué de négocier une hausse de salaire ou de quitter son entreprise. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Voilà, il faut pas tarder. Si effectivement le scénario de stagflation devait se confirmer pour les prochains mois, prochaines années, voilà, là, il y a vraiment encore une fenêtre de tir pour faire un gap de salaire avant l'arrivée de la crise, hein, vraiment de la remontée du chômage. Et enfin, dernier point, constituez-vous un portefeuille résilient contre la stagflation en combinant des stratégies de revenus complémentaires et en accumulant des actifs
résilient. Voilà, je vous ai parlé, hein, je vous ai cité quelques exemples au-dessus, l'or, l'argent, le platine, le palladium, le cuivre, éventuellement le nickel, le blé, des actions aussi, hein, des actions d'Afrique du Sud qui sont très corrélées au prix des métaux, des minerais industriels. Donc ça peut aussi vous permettre de construire un portefeuille, un espèce de paratonnerre contre la stagflation. Donc voilà, là j'ai terminé pour cette grosse partie de la vidéo et je vais vous présenter un petit peu mon portefeuille personnel. Qui se comporte plutôt bien pour le moment. Là vous voyez, hein, depuis le 24 février, entre le 24 février et hier, hein, et le 11 mars, on voit, hein, j'ai réalisé pas mal de plus-value, hein, vous voyez, j'ai réalisé aucune moins-value, je n'ai fait que réaliser des plus-values. Alors j'ai réalisé des moins-values, mais elles ont été compensées par d'autres positions en plus-value. Notamment, j'ai fait pas mal de plus-values sur l'or, l'argent et les actions d'Afrique du Sud. Hein, j'ai pris mes bénéfices et là j'ai réalisé pas mal de plus-values, ce qui permet en fait à mon portefeuille de plus-value réalisée de grimper, hein, de monter progressivement, vous voyez, avec une accélération de réalisation de plus-value depuis le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors je vous rappelle que j'ai quand même, vous voyez, je suis pas devin, j'ai un taux de réussite qui n'est pas très élevé. Hein. Je n'ai que sur les positions que j'ai clôturées, j'ai un taux de réussite de seulement 56%. C'est-à-dire que j'ai quand même 44% d'erreurs que j'ai fait. Donc vous voyez, c'est pas, vous voyez, je suis pas magicien. Voilà, je fais des erreurs, mais globalement, j'ai 56% de positions de positions clôturées avec des gains. Et en général, quand je clôture des gains, quand je coupe des positions avec des gains, je gagne en moyenne 16,44 € par position. Par contre, quand je clôture une position en perte, je perds en moyenne 12,88 €. Donc j'ai légèrement plus de positions gagnantes que de positions perdantes et j'ai un gain moyen qui est supérieur à ma perte moyenne. Et il suffit de faire ces deux-là, vous voyez, de combiner ces deux-là pour avoir un profit assez intéressant avec un portefeuille de plus-value réalisée qui augmente de manière régulière. Alors c'est pas spectaculaire, mais qui augmente de manière régulière. Vous voyez, là on voit, on a des plus-values réalisées assez régulières depuis maintenant un mois et demi. Donc voilà, donc je suis en train de construire cette fois-ci de manière active finalement une stratégie de versement de revenus complémentaires, mais de manière active. Donc là, je rappelle un petit peu, hein, le taux de réussite. Hein. Là, voilà, je me situe ici, le triangle bleu. Donc là, on a un graphique qui est assez intéressant que j'ai fait. On a en abscisse, c'est le pourcentage de réussite, hein, c'est le pourcentage de positions clôturées avec des gains. Et en ordonnée, on a en fait ce que j'appelle le ratio entre le gain moyen sur les positions clôturées divisé par la perte moyenne. Et là, on voit que, regardez où je me situe, c'est le triangle bleu. Vous voyez, c'est pas exceptionnel. Hein, vous voyez, je suis loin d'être devin. Je fais beaucoup d'erreurs. J'accepte d'être humble, de jouer ce marché avec beaucoup d'humilité. Je fais des erreurs, je l'admets. Je rends public les erreurs que je fais. Mais vous voyez, il suffit d'avoir un taux de réussite légèrement supérieur au taux d'erreur et un gain moyen légèrement supérieur à la perte moyenne pour finalement avoir un portefeuille qui augmente de manière assez intéressante. Donc ça c'est pour les statistiques sur les plus-values réalisées. Alors maintenant sur le latent, donc ça c'est mon portefeuille actuel, hein, ce sont les positions que je n'ai pas encore clôturées, qui sont ouvertes mais qui ne sont pas clôturées. Alors j'ai pris deux positions la semaine dernière, donc j'ai acheté du cacao, hein, j'ai acheté un CFD sur le cacao et j'ai acheté pas mal d'actions sur l'Afrique du Sud qui sont, comme je vous l'ai montré, décorrélées avec les autres indices. Donc j'ai coupé aussi, hein, j'ai pris aussi une partie de mes bénéfices sur les actions d'Afrique du Sud, mais j'ai encore des positions ouvertes sur l'Afrique du Sud. Et là, je vous montre un petit peu mon portefeuille global, hein, mon portefeuille latent cette fois-ci, qui est
pas si mauvais que ça. Vous voyez, je suis flat, comme on dit. Hein. J'ai pour le moment 2,4 euros de plus-value latente, avec un stock de plus-value latente assez gros, hein, pas mal de positions qui sont en plus-value latente, mais j'ai aussi des positions qui sont en moins-value latente. Et regardez sur la Chine, j'ai une grosse moins-value latente sur la Chine. Pourquoi? Parce que je n'avais pas prévu que derrière ce brouhaha entre la Russie et les États-Unis, je ne pensais pas, j'ai été surpris d'apprendre que la SSI allait prendre des mesures de rétorsion contre des entreprises chinoises, ce qui a provoqué cette semaine la chute des indices chinois. Donc vous voyez, je me suis pris le coup de bambou des indices des actions chinoises. Je ne l'ai pas vu venir, mais cette baisse des actions chinoises a été amortie par tout un tas de valeurs que j'ai, le Bitcoin, le cuivre, le pétrole, l'Ether, l'Ethereum, la volatilité, les obligations indexées inflation, le gaz, le cacao. Donc tout un tas d'actifs qui, quelque part, profitent du fait que les marchés anticipent un retour, une entrée en stagflation. Donc voilà un petit peu voilà, je termine un peu cette vidéo, voilà, sur mon portefeuille. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre un petit peu ce que je fais. Alors attention, il ne s'agit pas de copier bêtement ce que je fais. Moi, j'ai quand même 20 ans d'expérience derrière moi en finance, en trading, en gestion des risques, en gestion de portefeuille. Donc il ne s'agit pas de copier ce que je fais, mais tout ça pour vous dire que quelle que soit la configuration des marchés, il y a toujours moyen de se protéger, voire même de tirer profit de la situation. Voilà donc pour cette vidéo, pour ce point de marché. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon week-end, une très bonne semaine. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter, à la noter, à mettre des likes si ça vous a plu. Moi, ça m'aide beaucoup. Psychologiquement, c'est toujours intéressant de voir qu'il y a des gens qui suivent mes vidéos. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et espère vous retrouver pour un prochain point hebdomadaire sur les marchés et sur évidemment l'évolution de la situation géopolitique et économique. Voilà, écoutez, à très bientôt, prenez bien soin de vous et au plaisir de vous revoir.